Sujet qui commence à toucher de plus en plus malheureusement la Bretagne. Nous menons également une campagne sur ce terrain depuis maintenant 1 an, le halal. Cet État soi-disant laïque ne fait pas de différence entre les religions, mais par contre on nous impose de plus en plus cette viande qui vient d'une pratique religieuse. Nous sommes à 10 km de Châtelain, donc du groupe Doux, qui fait aujourd'hui se vendre faire du 100% halal. Nous sommes à 30 km de Brest, ou sur le port de commerce, juste en rentrant dans la ville. Vous avez une association qui fait soi-disant de la traduction franco-arabe, mais qui en fait certifie également le halal. L'année dernière, le monde politique français était secoué par le fameux débat sur l'identité nationale. Débat qui nous a bien fait sourire, nous Bretons. Une hystérie collective s'est abattue sur Éric Besson, accusé d'être un facho souhaitant empêcher la sainte immigration, cette fameuse chance pour la France. Pourtant, moi je serais tenté d'accuser ce personnage de favoriser l'immigration massive, amenant à terme un remplacement de population. En effet, je ne résiste pas de vous lire quelques passages d'un billet daté de février 2010, écrit par Malika Sorel, membre du Haut Conseil à l'intégration. Je cite : « Hier matin, j'ai assisté à un séminaire ministériel organisé par Éric Besson sur le thème « Les migrations en Méditerranée, construire un espace de prospérité partagée ». Y étaient conviés des ministres des pays suivants : Chypre, Grèce, Espagne, Croatie, Malte, Monténégro, Maroc, Égypte. Un expert planta d'emblée le décor, basant son argumentaire sur le fait que, puisque la population européenne vieillissait, 3 possibilités s'offraient à nous. 1. Soit nous retardons l'âge de la retraite, mesure pas très populaire. 2. Nous mettons davantage de femmes au travail, cela aura une incidence négative sur le taux de fécondité. 3. Nous organisons les migrations internationales. Le décor est planté. Et sur ces mots destinés de toute évidence à permettre aux ministres présents d'enchaîner avec leur discours bien préparé, le fil conducteur de la matinée fut que, puisque le Nord ne faisait pas d'enfants, le Sud en faisant beaucoup, il fallait donc s'atteler à organiser les flux migratoires du Sud vers le Nord. Plusieurs ministres ont même déclaré que de toute façon, l'immigration se produisant de manière illégale lorsqu'elle n'était pas autorisée, il était préférable de la légaliser et de l'organiser. Il a aussi été dit qu'en Tunisie, 75% des jeunes envisageaient de quitter le pays. On voit aujourd'hui ce qui se passe depuis la chute du régime de Ben Ali. Voici un florilège de paroles prononcées par ces ministres des pays du Nord. Les pays du Nord ont besoin de main-d'œuvre. L'immigration augmente la compétitivité des pays du Nord. Formidable. L'immigration profite aussi bien aux pays du Sud que du Nord. Comme la main-d'œuvre qui vient du Sud est peu qualifiée et que les pays du Nord auront besoin de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée, les pays du Nord doivent aider à former la main-d'œuvre au Sud afin qu'elle réponde mieux à leurs besoins. Nous devons conduire une politique souple de visa afin de faciliter la circulation des flux d'immigration. Nous devons faciliter le fait que les immigrés gardent le contact avec leur pays d'origine et y transfèrent une partie de leur argent. Nous devons organiser les sociétés d'accueil de manière à ce qu'elles reconnaissent qu'elles sont diverses. De toute façon, c'est le modèle qui est appelé à se répandre partout. La priorité doit être donnée à la lutte contre les discriminations. Un monde sans immigration sera un monde plus divisé, plus radical. La pauvreté et le manque de développement ont été causés par la colonisation. Admirons toujours cet ethno-masochisme qui relève d'une pathologie cérébrale. L'immigration est peut-être la solution à la crise, prononce très solennellement le ministre suédois, invité en tant que représentant du pays qui présidait à cette époque-là l'Union européenne. Les 2 ministres du Sud demandèrent que leurs ressortissants soient bien traités dans les pays hôtes et que dans l'empressement à organiser les flux du Sud vers le Nord, on veille à faire en sorte de maintenir le lien prégnant avec les pays d'origine afin que les migrants transfèrent des fonds dans leur pays. Saurons-nous que c'est autant d'argent qui sera ôté du projet éducatif de leurs enfants. Le ministre marocain insista sur le fait que ces migrants, la communauté des Marocains résidant à l'étranger, constituaient une diaspora et que le Maroc s'en occuperait de manière très active. La ministre égyptienne prit bien soin de commencer son discours par « Au nom d'Allah le plus miséricordieux » et formula le souhait que la langue arabe soit beaucoup plus présente à l'avenir dans le bassin méditerranéen. Et notre ami Besson conclut ainsi la matinée : nous devons accélérer et accroître les flux de circulation. C'est marrant, toutes les entreprises gauchistes qui s'amusaient à hurler au loup pendant plus d'1 an sur M. Besson n'ont jamais relevé ce passage très facilement retrouvable sur Internet. Tous les ministres ont signé la recommandation de Paris sur la promotion de la mobilité des jeunes dans l'espace méditerranéen, dont voici un extrait. Réaffirmant leur détermination à bâtir un avenir méditerranéen commun, ils sont convenus de la nécessité de donner la priorité à la jeunesse dans la construction d'un espace méditerranéen de la circulation des personnes, du savoir et des compétences. On en apprend tous les jours.
Un office méditerranéen de la jeunesse sera créé d'ici le 1er janvier 2011. Il aura pour but de faciliter la libre circulation des étudiants de certaines filières universitaires, ainsi que de leur offrir des bourses. Avec vos impôts, n'oubliez jamais ça. Et là, Malika Sorel nous livre une perle qui fut répétée à plusieurs reprises. Il sera intéressant que l'on se penche un jour sur les besoins réels de main-d'œuvre des pays du Nord, car nous ne les connaissons pas. Formidable. N'importe quel esprit sainement constitué aurait pourtant commencé par là. À aucun moment il n'était question de l'existence de chômeurs en Europe, et donc encore moins de leur nombre, ni d'étudiants pauvres qu'il fallait peut-être aider en Europe. Durant toute cette matinée, il était manifeste que les peuples européens n'intéressaient même pas les ministres européens. C'était comme si l'Europe était une terre inhabitée, ou qui allait très prochainement le devenir, et qu'il convenait de la peupler. Le seul moment où on put penser que dans leur esprit des Européens existaient encore, c'est quand il fut fait mention de la nécessité de lutter contre les discriminations dont les migrants seraient victimes. Malika Sorel ajoute « Cette matinée m'a montré, si c'était encore nécessaire, à quel point ces élites européennes se préoccupaient parfois bien davantage des intérêts de peuples étrangers que de ceux de leur propre peuple. Ce sont bien elles qui sont responsables de la situation actuelle, et non pas les immigrés. Désormais, seuls les peuples européens pourront épargner le chaos à leur pays et sauver par la même occasion leur vie et celle de leurs descendants. Car il est clair que ce qui nous est préparé par des dirigeants qui ne se rendent même pas compte, c'est la prolifération des Balkans à travers l'Union européenne. Nous sommes là bien loin, nous sommes là bien loin du rêve des pères fondateurs. Chaque citoyen doit œuvrer à l'émergence d'une véritable conscience collective qui nous aidera à arrêter la course folle vers les Balkans. Si un peuple européen y parvient, tous les autres suivront la même voie, car chaque peuple observe à présent ses voisins. Pour y parvenir, il est indispensable de fournir des arguments et des clés de décryptage à nos proches, à nos amis, à nos collègues, ainsi qu'à tous les politiques dont le cœur bat encore avec celui des Français, vu qu'elle est française, et qui peuvent ainsi devenir des porte-voix de la cause la plus importante qui soit. La puissance jaillit entre les hommes lorsqu'ils agissent ensemble. Auteur Malika Sorel, membre du Haut Conseil d'intégration, c'est quand même pas mal. Nous le voyons bien, ces politiciens n'ont que foutre du bas peuple qu'ils méprisent, et leur système nous amène tout simplement à un remplacement de population. Et nous allons faire un petit inventaire de cette population, justement, ce qui nous parlait récemment de se vantait que la France était de nouveau très prolixe en naissance. En 1968, la population de l'Hexagone était de 49 700 000 habitants. Les musulmans étaient 610 000, soit 1,23% de la population. En 88, 20 ans plus tard, la population est de 56 millions. Les musulmans sont déjà 2 millions, soit 3,6% de la population. En 2009, population hexagonale, 62 millions d'habitants. Les musulmans en France sont maintenant 6 millions, soit 10% de la population. En suivant la même croissance, puisque tous les 20 ans, la population musulmane est multipliée par 3, il est probable qu'en 2030, la population de l'Hexagone sera de 68 millions, les musulmans en France seraient 18 millions, soit plus 26,5%, soit plus d'un quart de la population française. Ce qui veut dire que dans 20 ans, plus d'un habitant sur 4 serait musulman, dans votre rue, dans les écoles de vos enfants. Alors à quoi ressemblera l'Hexagone dans 20 ans, puisque l'islam est une religion conquérante qui refuse toute cohabitation avec d'autres religions? L'islam ne reconnaît pas la démocratie. Partout où il y a l'islam, les droits de l'homme n'existent pas. Citez-moi un pays sous tutelle de l'islam où les croyants d'autres religions peuvent vivre leur foi sans problème. Aucun. On l'a vu encore dernièrement avec les Coptes en Égypte. Des églises seront-elles incendiées comme on peut le voir dans certaines parties du monde? Verrons-nous apparaître des formations politiques de type Hamas ou Hezbollah? On voit déjà le Parti des musulmans de France à Strasbourg. La laïcité, le nouveau Dieu vivant de la République de l'État, sera-t-elle remise en question? L'égalité des droits hommes-femmes existera-t-elle toujours, puisque c'est déjà remis en cause dans les banlieues? La viande halal sera-t-elle obligatoire, avec toutes les souffrances que cela représente pour les animaux, puisqu'ils sont égorgés vivants? Une chose est certaine, c'est que l'Hexagone de 2030 ne ressemblera pas à la France de 2010. Malheureusement, la Bretagne suit le même chemin. Ce phénomène ne perd pas de s'endiguer, puisque comme le déclarait le 2 février dernier sur Europe 1, Antoine Sfer, spécialiste du monde arabe et directeur des Cahiers de l'Orient, au Maghreb, l'Europe est perçue comme des guichets de subvention. Mais qui dit remplacement de population, dit remplacement de tradition. Nous assistons déjà à des programmes télévisés bien particuliers, comme une série exceptionnelle, remake de la série américaine La Petite Maison de la Prairie, et qui s'intitule La Petite Mosquée dans la Prairie, diffusée sur France Télévisions le vendredi soir. Une personne hier soir présente m'a envoyé un message pour me dire « j'ai vu ça, ça passe depuis à peu près un an aujourd'hui, et tout le monde trouve ça formidable ». Et bien sûr, comme c'est France Télévisions, c'est encore vos impôts qui payent ça. N'oublions pas que ces mêmes gens, ceux qui dirigent le CSA, ont coulé volontairement la chaîne TV Braise, qui était pourtant à la base un projet honorable, en refusant sa diffusion sur le hertzien de l'époque,
Étrangers dans notre propre pays, cela y ressemble fort. Avec 8 millions d'Alsaciens en Bretagne, la Bretagne sera-t-elle toujours bretonne? Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, nous faisons face au péril vert. Les propos démographiques que je viens de vous donner nous amènent tout naturellement au point 177 du programme de gouvernement breton d'Alsao. Que dit ce point 177? Agir contre la souffrance des animaux, interdire les abattages rituels. La Bretagne est une terre d'élevage. Une des principales ressources économiques de notre pays provient directement de la filière agricole, qu'elle soit laitière, céréalière et bien évidemment la viande. Non loin d'ici se trouve le siège du groupe Doux, ce groupe comme tant d'autres fait aujourd'hui du halal, mais qu'est-ce que le halal? Il y a d'abord la cruauté de l'abattage, un viol des lois en vigueur et en particulier du code rural, la tromperie du consommateur. La viande halal, c'est à l'agroalimentaire ce qu'est la torture à la justice, une conception socio-culturelle qui n'a pas sa place dans une société moderne et rationnelle. L'animal doit être vidé de son sang, vivant par un sacrificateur cotisant un organisme islamique, une mosquée. Pour votre information, dans le Finistère, c'est la préfecture du Finistère, donc nos impôts qui financent encore les sacrificateurs. Les animaux non étourdis sont égorgés à vif, en pleine conscience, ils éprouvent des souffrances inacceptables. L'agonie des animaux peut durer jusqu'à 14 minutes chez les bovins. Dans le cadre de l'abattage avec étourdissement, l'animal perd conscience et ne ressent pas de douleur lors de son égorgement. Les scientifiques consultés par la Commission européenne ont clairement déclaré, en raison des graves problèmes de bien-être animal liés à l'abattage sans étourdissement, un étourdissement doit toujours être réalisé avant l'égorgement. Mais c'est hélas une dérogation aujourd'hui qui devient une règle. Si la réglementation européenne prévoit une dérogation à l'obligation d'étourdissement, préalable des animaux dans le cadre de l'abattage rituel, cette dérogation tend à devenir la règle dans de nombreux abattoirs pour des raisons économiques. D'après une enquête menée en France par l'OABA, dans 225 établissements d'abattage, 28% des gros bovins, 43% des veaux et 62% des ovins caprins sont abattus sans étourdissement. Ce type d'abattage se généralise, au point que dans les abattoirs d'Île-de-France, 100% des bêtes destinées à la consommation générale sont égorgées en toute conscience. D'où la volaille, aujourd'hui, tous les salauds de la volaille, c'est du 100% halal. Vous achetez du père dodu pour vos enfants, c'est 100% halal, ce ne sera pas marqué dessus. Le consommateur est volontairement tenu dans l'ignorance du mode d'abattage des animaux. Jusqu'à 60% de la viande issue d'animaux abattus selon le rite musulman et jusqu'à 70% pour le rite israélite se retrouvent dans le circuit classique à l'insu des consommateurs. Ces chiffres sont visibles sur le site de la Fondation Bardot. Cette dérive qui constitue une infraction à la réglementation inquiète les autorités européennes qui envisagent la mise en place d'un étiquetage précisant le mode d'abattage de l'animal, avec ou sans étourdissement. Mais forcément, le ministre français de l'Intérieur n'a toutefois pas caché que le gouvernement s'opposerait à cette transparence et qu'il veillerait à ce que ce projet communautaire d'étiquetage des viandes n'aboutisse pas. La France violera une fois de plus une règle européenne qu'elle va pourtant imposer aux autres, comme nous parlait tout à l'heure Perlemoine pour les langues minoritaires. Aujourd'hui, la Fondation Bardot porte plainte. Faire respecter le code rural et les normes européennes et françaises qui indiquent que la dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux d'abattoir n'est consentie que dans le cadre de l'abattage rituel de nature religieuse. Mais l'obligation d'étourdissement des animaux d'abattoir est contournée en faisant un usage systématique de cette dérogation. Depuis plusieurs années, ces manquements constituent sur une grande échelle des infractions pénales dont la connaissance a été portée au ministre de l'Agriculture et au ministre de l'Intérieur chargé des cultes. Sachant que les abattoirs font l'objet de contrôles diligentés par les directions départementales des services vétérinaires placées sous l'autorité de la Direction générale de l'alimentation, l'une des directions du ministère de l'Agriculture. Sachant par ailleurs que le préfet qui accorde les agréments aux abattoirs peut également procéder à leur retrait. Des demandes de ce sens ont été formées sans succès auprès des préfets concernés par l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, suite au constat que le représentant de cette association reconnue d'utilité publique avait fait lors de leur visite en abattoir. Or, l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale souligne que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Compte tenu des dispositions de cet article, ce devoir s'impose aux deux ministres concernés. Leur abstention apparaît donc punissable à titre de complicité selon la Fondation Bardot. Mais ces ensembles d'affirmations sont inexacts. À en croire Yves Berger, délégué général d'Interbef, l'organisme représentant l'ensemble de la filière de la viande en France, la réponse est affirmative. Oui, c'est vrai, la pratique de l'abattage rituel est en pleine augmentation. Effectivement, nous n'avons aucune donnée suffisamment fiable pour contrer les chiffres avancés.
C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre acte, nous annonçons clairement que 66% de la viande dans vos étals est du halal, nous sommes dans le vrai. Et ils ne peuvent nous dire le contraire, ils ne peuvent nous attaquer que pour nous réduire au silence, mais nous disons la vérité. Tous les abattoirs font de l'abattage rituel. Dans certaines régions, c'est quasiment 100% des moutons tués par égorgement. L'explication est simple, c'est qu'il y a une forte concentration de croyants musulmans. Des réflexions sont aussi engagées pour un adoucissement des méthodes d'étourdissement qui pourraient convenir à l'abattage rituel, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Mais Yves Berger nous rappelle qu'il se heurte malheureusement aux responsables religieux, musulmans notamment, qui sont très à cheval sur l'interprétation des textes sacrés et qui ne veulent pas entendre parler de changement pour l'instant. L'islam est, rappelons-le, d'après le discours officiel, une religion de tolérance et d'amour. Le halal n'est en effet pas une simple superstition religieuse qui concernerait les seuls musulmans soucieux de ne manger des bêtes qu'égorger la tête en direction de la Mecque. Le halal est devenu le mode d'abattage majoritaire dans nos pays, sans que les citoyens n'aient été consultés ni les consommateurs informés. Le halal, c'est la souffrance animale qui, au mépris des lois, est égorgée. Un animal qui se voit et se sent mourir. Le halal, c'est aussi une viande un peu plus chère, car pour que chaque égorgement soit considéré halal, il faut un certificat religieux, décerné par les imams. Ce certificat a un coût, 1 500 €. Or, ce consommateur n'est pas seulement musulman. Les abattoirs pratiquent le halal à la grande échelle. Une partie de la production est vendue dans la filière musulmane, l'autre part sur les marchés classiques, et notamment les bas morceaux de la bête que les musulmans consomment en moins grande quantité que les autres. C'est donc jusqu'à 62% de certaines espèces sacrifiées selon cette méthode préhistorique, conséquence d'une cupidité froide et mesquine de dirigeants d'abattoirs déjà avares sur les salaires, comme on peut encore le voir avec Doux, qui est en bagarre avec ses syndicats depuis plus de 3 ans. Cette viande est écoulée sur le marché classique avec les complicités de la grande distribution, trompant les consommateurs ordinaires. Le groupe Géant, par exemple, possède son propre organisme de certification halal. Vous arrivez à Géant à Brest, vous laissez clairement la cour des miracles. Le rayon halal, vous demandez même si le papier toilette n'est pas halal. Il faut voir dans quel magasin on est. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'habitais sur Nantes dans des quartiers où les jeunes issus de la diversité se sont amusés à brûler vifs un vigile du supermarché en 2001. Je n'ai jamais vu à Nantes ce que je vois à Brest aujourd'hui. Nous mangeons donc tous du halal sans le savoir et finançons une religion à notre insu. Adsao a lancé une campagne en février 2010. Nous vous invitons à faire le relais de notre campagne pour tous ensemble défendre nos traditions, notre culture, défendre notre économie et défendre tout simplement notre dignité de Breton.